une première à passer sur scène. Et j'appelle Manal pour passer en première. Bon courage, Manal. Avec pour titre « Combien de silence faudra-t-il traduire ?» Merci. 94%. Je commence par un chiffre, mesdames et messieurs. 94%. 94% des victimes de violences sexuelles ne portent jamais plainte. Jamais. Elles rentrent chez elles, elles se douchent, elles se couchent, elles font comme si de rien n'était. Et le lendemain, elles vont au travail, elles sourient à la boulangère et personne ne sait. Personne ne saura jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. N'ont pas peur de l'agresseur, n'ont pas peur que la scène se reproduise. Peur de vous, peur de nous. Peur qu'on lui dise « Mais pourquoi tu étais habillée comme ça ? Qu'est-ce que tu faisais dehors à cette heure-ci ? Mais pourquoi tu n'as pas crié ?» Et si je suis face à vous aujourd'hui, c'est pour parler de ce « pourquoi tu n'as pas crié ?» Parce que c'est à ce moment précis que la justice bascule. C'est à ce moment précis que la victime devient coupable. Vous savez, on a tous une image en tête de ce qu'est le viol. C'est dans une ruelle sombre, la nuit. La victime a peur, elle se débat, elle a des bleus. Oui, cette image existe, certes. Mais c'est une infime partie de la réalité. La réalité, elle est beaucoup plus silencieuse. La réalité, c'est un canapé qu'on connaît, c'est un lit qu'on connaît. C'est une main qu'on a déjà tenue. Mais à un moment donné, cette main ne demande plus, elle prend. La réalité, c'est une fille de 17 ans chez son oncle, c'est une étudiante chez son camarade de promo, c'est une femme à son propre mariage. La réalité, c'est un enfant. Dans 9 cas sur 10, l'auteur est une personne connue de la victime. Et ils ne crient pas, non pas parce qu'ils sont d'accord, mais parce que le cerveau, face à un danger qui ne peut ni fuir ni combattre, fiche tout. C'est un mécanisme que les scientifiques appellent la paralysie tonique. Les médecins le connaissent, les urgentistes le voient tous les jours. Une victime de violence sexuelle, lorsqu'elle arrive aux urgences, elle n'a pas un cri à raconter. Elle a un trou noir. Elle dit « Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. J'étais là, mais en réalité, je n'étais pas là. » Et on lui dit « Tu n'as pas bougé, tu n'as pas parlé, donc tu étais d'accord ?» Mais quelle injustice, mesdames et messieurs, quelle terrible injustice! On lui reproche d'avoir obéi à son propre instinct de survie. Et c'est là que la loi, mesdames et messieurs, vient nous rappeler quelque chose d'essentiel. Le Code civil, dans son article 1128, nous dit que le consentement est une condition de validité de tout engagement. Et l'article 1120 du même Code ajoute une phrase qui devrait résonner dans chaque chambre, dans chaque salon, dans chaque lit, où l'on oublie de demander « Le silence ne vaut pas acceptation ». Vous l'entendez ? Le silence ne vaut pas acceptation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi française. Et pourtant, dans les affaires de viol, on continue d'agir comme si le silence suffisait. On continue de dire « Elle n'a pas dit non ». Mais la loi vous répond « Le silence ne vaut pas acceptation ». Pourtant, une femme dort. Ou plutôt non, une femme a été droguée par l'homme qui partageait sa vie. Celui qui devait l'aimer l'a lentement privée de conscience, soirée après soirée, comprimé après comprimé. Puis, il ouvrait la porte, des hommes venaient, ils entraient en sachant qu'elle ne bougeait pas, qu'elle ne parlait pas,
qu'elles ne verraient même pas leur visage au réveil. Voilà l'horreur qu'a révélée l'affaire de Gisèle Pelicot. Pendant des années, une femme a été livrée inconsciente à des dizaines d'hommes dans son propre lit. Parce qu'au fond, mesdames et messieurs, l'absence de consentement ne crie pas toujours. Parfois, elle respire à peine. Parfois, elle reste allongée, inconsciente, pendant que d'autres décident que son seul silence leur suffit. La loi l'écrit noir sur blanc. Le silence n'est pas un oui. L'immobilité n'est pas un oui. Et l'absence de cri n'est certainement pas un oui. Alors, pourquoi est-ce si difficile dans les affaires de viol d'appliquer cette règle simple? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a grandi avec des histoires où l'homme insiste et la femme finit par céder. Des histoires où dire non, c'est jouer la comédie. Toute notre culture, nos films, nos séries, nos blagues entre copains. Tout ça nous a appris que dire oui, ce n'est pas vraiment un oui. Dire non, ce n'est pas vraiment un non. Et aujourd'hui, c'est cette culture-là qu'il faut défaire. Pièce par pièce, mot par mot, prétoire par prétoire. Mais vous savez quoi, mesdames et messieurs? Le législateur français a pris ses responsabilités. La France a rejoint la Suède, l'Espagne, la Belgique. La France a adopté le principe du « oui, c'est oui ». Le code pénal le dit, le consentement doit être explicite, il ne se présume pas, il ne se déduit pas du silence. Ce n'est plus à la victime de prouver qu'elle a dit non, c'est à l'agresseur de prouver qu'on lui a dit oui. C'est si simple. Mais c'est si simple presque qu'on en a honte de devoir le dire. Mais il faut le répéter, dans les écoles, dans les tribunaux, dans les familles. Le Code civil a raison. Le silence ne vaut pas acceptation. Le Code pénal a raison. Le consentement est préalable et révocable. Et vous, mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de faire que ces mots ne restent pas que des mots, de faire que la loi devienne justice, de faire que la victime, que ces 94%, enfin, n'aient plus à prouver qu'ils ont crié, mais que l'agresseur ait à prouver qu'il est écouté. Car consentir un jour n'est pas consentir pour toujours. Je vous remercie.